Bienvenue sur Next Gen Podcast, hein, le rendez-vous où les générations se retrouvent. L'objectif un peu de ce podcast, c'est d'échanger, de promouvoir un peu les connaissances et de valoriser la diversité des perspectives. Moi, je me présente, je m'appelle Shamsdin Khaled, je suis étudiant en gestion à HEC Rabat. Et moi, je suis Yéna, étudiante en Master 1 en marketing, e-business et déjà stratégie, également à HEC. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de deux invités exceptionnels qui vont nous présenter et nous parler de leur parcours, de leurs expériences et de leurs perspectives par rapport au thème qui est le suivant, l'entrepreneuriat avec les jeunes en Afrique ainsi que leurs limites et les opportunités. En tout cas, bonjour Monsieur Yassine Ardouane. C'est un plaisir de vous voir un peu hors le cadre de HEC dans le centre de professionnalisation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Monsieur Yassine, vous êtes le directeur exécutif chez Impact Project Funding, une société de conseil et gestionnaire de plateformes de financement collaboratif, hein, qui pour accompagner les jeunes entrepreneurs africains dans la concrétisation de leurs projets. Vous aidez ces jeunes-là justement à se lancer en d'autres termes. C'est cela, en tout cas, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, oui, donc Yassine Ardouane, on va dire, durant ces 20-25 ans de carrière, j'ai eu la chance de toucher aux questions d'investissement de 3 angles de vue différents. Tout d'abord, en tant que banquier. J'ai commencé ma carrière en tant que banquier d'affaires. Et donc, je me suis attardé sur les questions d'investissement du point de vue d'un banquier. Donc, en étant sur ces fichiers Excel, en voyant quel rendement on aura, quelle perspective, pour quel ROE, etc. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler sur des projets d'investissement en tant que chef d'entreprise. Et là, c'est tout différent parce que là, on s'attarde sur des problématiques opérationnelles. Et par la suite, donc depuis quelques années maintenant, un peu avant le Covid, justement, j'ai essayé de coupler l'expérience du banquier avec l'expérience chef d'entreprise en essayant de faire du conseil, en apportant un peu ce que j'ai appris, notamment à des porteurs de projets et me focaliser davantage sur les jeunes, aussi bien au Maroc que des autres pays africains. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Et nous recevons également Monsieur Oumar Guerwani, ancien lauréat de HEC en 2015, promotion 2015, excusez-moi, et également SEO de GB Distribution, nouvellement filiale du géant de la distribution Dislog Group. Exactement. Monsieur Guerwani, une autre fois, bienvenue et bonjour. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me rappelle quand j'étais à votre place, il n'y a même pas, ça y est, même pas 7 ans, 8 ans, donc ça passe très vite. Je garde que de bons souvenirs de HEC. En tout cas, j'ai toujours contact avec la promotion 2015. C'était parmi les meilleures promotions. C'est un dédicace pour eux. Donc, je suis passé directement à l'entrepreneuriat parce que j'ai su que j'étais pas fait pour le salariat. D'accord. Je respecte toujours le salariat, c'est un secteur qui est... j'encourage pas pour l'entrepreneuriat parce que je suis pour l'entrepreneuriat, mais c'est comme ça. C'est qui vous convient en fait. Exactement, j'ai passé plus de 10 entreprises en moins de 3 ans, donc c'est automatique. Incroyable. Monsieur Yassine, maintenant, j'aimerais savoir en fait, compte tenu de votre expérience, ce que j'ai pu retenir dans le secteur bancaire, ensuite en incubation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de façon concrète, en fait, juste brièvement, votre parcours professionnel et comment est-ce que vous encouragez la génération qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, si jamais elle veut, à évoluer dans ce secteur? Alors, justement, je pense que ce que j'ai appris, c'est que quand on commence, quand on est encore jeune, lycéen, etc., on a tous un peu des ambitions, des rêves. On suit un peu ce que nous disent nos parents. Voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà comment a fait le fils du voisin ou la fille. Et donc, on a des modèles en tête qu'on essaie de suivre. Et on n'a pas l'âge et la maturité à ce moment-là pour décider par nous-mêmes. Donc, on suit des chemins, des parcours académiques, parce qu'on a été conseillé de faire ces parcours-là. C'est ce que j'ai fait moi-même. On m'a dit qu'il fallait bien faire Sciences Po Paris, j'ai fait Sciences Po Paris. Après, il fallait faire être banquier, j'ai été banquier. Mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure d'expérience, de la maturité de la personne, on commence à sentir réellement ce qui nous intéresse, ce qui nous touche. Donc, tout à l'heure, Omar a dit clairement, lui a rapidement compris que c'était l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait toutes les bêtises qu'un entrepreneur peut faire.
tout ce que vous pouvez imaginer, je les ai faits. Et donc, c'est au fur et à mesure des bêtises, des erreurs, des fautes, qu'à chaque fois, j'ai corrigé. Et j'ai compris que, d'ailleurs, on avait vu ça en cours, à un moment donné, c'est le fameux why de chacun. Le fameux why de chacun, c'est, moi, j'ai compris que ce qui me motive, c'est finalement cette fonction d'utilité, c'est d'être utile autour de moi. Et justement, j'ai choisi, donc depuis, quelques années, d'être utile en essayant d'aider, d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils fassent moins d'erreurs que moi et de faire aboutir leur projet. Voilà, de manière un peu résumée. Merci beaucoup. Et Monsieur Oumar, quant à vous, quelles étaient les bêtises, entre guillemets, que vous avez pu rencontrer? Il y en a plusieurs, on ne peut pas les compter, c'est chaque jour, mais en fait, on fait avec pour que ça se reproduise plus, parce que l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Donc, il faut savoir gérer le stress énorme. Certainement. Tous les jours. كلنا نهار كنكتشفوا des problèmes اللي ما كتكونش طايح فيهم. C'est plusieurs choses. Mais quant au parcours, اللي درت منه, c'est lorsque j'ai travaillé le premier travail, c'était واحد الخدمة ديال البيرو. Donc on était plus de 30 personnes qui vont être promues pour devenir le directeur, qui touche un salaire incroyable. Donc j'ai su que ça sera jamais, je vais perdre au moins 10 ans. C'est peine perdue, quoi. Exactement, donc j'ai su que je devais changer. Donc j'ai quitté au bout de 3-4e mois. Ah oui, quand même. Vous n'avez pas fait long. Là, c'était Zama. D'ailleurs, le directeur est toujours le directeur. Donc, après combien de temps? Après plus de 10 ans. Ah, wow. Depuis 2015. Wow. C'était mon premier travail. Wow. Par la suite, c'était un fournisseur, donc sans citer les noms. C'était un fournisseur qui m'a pris chez lui, il m'a proposé un bon poste, j'ai commencé avec lui, j'ai été promu au bout du 3e mois. En fait, parmi les problèmes, si on veut vous résumer à l'image, c'est question c'est soit une question de respect, c'est soit question de ouais, ce qui est donc ça se bridge quelque le salariat classique, quoi, ce qu'on entend un peu partout. Il faut appliquer ce que le patron demande, il faut l'appliquer bêtement sans le comprendre. Ouais, bien sûr. Je généralise pas, mais je vois, j'ai un peu l'idée. Donc c'est soit on perd du temps à travers des promesses qui ne sont pas tenues. Donc on travaille pour quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, arrête, il faut que tu passes à ton affaire. Donc j'ai essayé. Mais ça demande quand même un certain courage. C'est exactement ce qu'il faut. La plupart des jeunes, ils croient que ça demande un capital, alors que c'est pas le cas. Il faut que du courage, il faut un certain capital au niveau surtout des relations, dans lesquelles on a pu les acquérir pendant ces 3 ans. C'était bénéfique pour moi quand même, les expériences que je... Mais du coup, vous dites qu'il faut avoir par exemple des contacts. Bien sûr. Mais comment justement qu'on est jeune, on n'a pas forcément de contact, on peut justement devenir entrepreneur sans avoir de contact. Comment on se fait ces contacts justement? Là, on est bien d'accord qu'il faut passer par le salariat. Ça met une petite période pour voir un peu. À peine la formation académique n'est pas à 100%. C'est pas la formation qui va te permettre de sortir. D'être bien plus tard. Faut connaître, être un petit peu habitué au monde du travail, exactement. Savoir un peu comment ça se passe. Comment on dit, c'est même le médecin. Il acquérir l'expérience à travers les expériences, les premiers patients d'ILO. Il passe directement. Exactement. Donc, à travers les 2 premières années, je l'ai considéré depuis toujours que c'était un stage ou une formation rémunérée. Donc ça faisait partie un peu du processus de formation. Exactement. Je n'ai jamais été exigeant au niveau de salaire. Je vois, j'ai un donc c'était quelque chose que vous avez en fait. Exactement. Bien évidemment, parce que les gens actuellement, lorsqu'ils sortent au niveau du marché de travail, bac plus 5, c'est une fourchette de 15 000, alors que 15,000 واحد اللي تخرج. ولكن il faut prouver et sa place avec les 6 premiers mois parce que c'est pas parce que tu es ingénieur que tu vas sortir automatiquement, tu vas avoir tes 20 000 ou là. Ça, c'est normal, mais pendant la première, la 2e année, il faut prouver que tu sois parmi
Ça, c'est vrai. Ouais. Et la majorité même des entrepreneurs qui ont réussi même dans la vie, qu'on le voit tous les jours, Elon Musk, etc., c'est des personnes qui sont pas de rien du tout. Exactement. Donc, oui. En général, oui, les études, on dit que les études, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir quand même un chemin, tracer un chemin et tout, pouvoir avoir de quoi prouver à la société que nous sommes capables de faire certaines capacités, de certaines choses. Mais, quand même, bon, cela reste à désirer et tout. Et l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de courage, comme vous l'avez dit, comme l'a aussi bien cité monsieur Yacine et tout, qu'il faut vraiment beaucoup de courage et de l'audace. C'est ça. Et de la patience. Et de la patience. Et beaucoup de patience. Beaucoup de pas. C'est un élément clé qui manque aujourd'hui à nos jeunes. C'est cet élément de patience. C'est-à-dire qu'on ne faut pas croire qu'il suffit d'avoir une idée pour la faire aboutir. On a besoin, on se voit en haut de l'échelle trop rapidement. Et il faut de la patience. Il faut savoir que c'est avec la persévérance, du courage et de la patience qu'on peut faire des choses. Bah justement, en parlant un peu de ces jeunes, vous avez dû rencontrer beaucoup de jeunes qui cherchent à se lancer. J'en fais encore partie. Oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Les cheveux gris ne remettent rien. J'en ai un ici. Du coup, mais vous pensez quoi un peu de l'état actuel de l'entrepreneuriat chez les jeunes ici en Afrique? Alors, il faut dire que je pense que je donnerais mon raisonnement en deux temps. Tout d'abord, c'est clair que si on compare aujourd'hui à il y a une quinzaine d'années, il y a strictement rien à voir. Aujourd'hui, il y a un véritable écosystème entrepreneurial, que ce soit au Maroc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, très bien développé aussi, l'Afrique de l'Est également. Donc, il y a un écosystème qui s'est mis en place. Avec des incubateurs, avec des structures de financement, des programmes de financement. Tout cela n'existait pas il y a 15 ans. Okay. Il n'existait pas. Les entrepreneurs étaient laissés à eux-mêmes. Donc, c'est déjà un plus. Aujourd'hui, un entrepreneur, en tapant sur Google ou autre, il va trouver effectivement qu'est-ce qu'il doit faire, au moins une feuille de route. Et c'est un plus. Il y a un réseau qui se met en place. On parlait de réseau tout à l'heure. Effectivement, il y a un réseau qui est là pour vous aider. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est là. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire. On n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit. On a encore beaucoup de travail, notamment sur la partie financement. Ouais. Aujourd'hui, les idées ne manquent pas, mais il y a une problématique de financement, effectivement. Il y a une problématique aussi d'accompagnement, c'est-à-dire que on aura des statistiques sur le nombre de sociétés créées, au nombre de startups créées, mais on a moins de statistiques sur le nombre de startups 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, qui ont réussi. On a des statistiques sur les fonds d'investissement, les business angels, combien ils ont injecté. Mais on a moins de statistiques sur l'argent injecté, qu'est-ce qui est venu par la suite. Donc c'est sur ces volets-là où il y a encore du travail à faire, mais il faut reconnaître qu'il y a eu on a traversé un long chemin depuis une quinzaine d'années déjà. Du coup, si j'ai bien compris, aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer un peu dans l'entrepreneuriat, il a un peu tous les outils justement pour réussir par rapport à un jeune il y a 15 ans. Ah oui, il y a beaucoup plus d'outils. Et il a aujourd'hui un jeune qui a envie de réussir, avec de la persévérance, il pourra frapper aux bonnes portes et pourra trouver l'argent dont il a besoin. Maintenant, il faut que ce jeune-là soit conscient que peut-être son idée n'est pas une bonne idée, que peut-être son idée doit être revue, que peut-être son idée doit être revue d'une certaine manière, qu'il n'a pas toutes les compétences pour faire réussir son idée. Donc c'est toute cette remise en cause ici qui est nécessaire. Mais clairement aujourd'hui, un jeune avec le bon mindset, parce que l'entrepreneuriat, avant que ça soit quelque chose qu'on développe, c'est un état d'esprit. C'est un mindset qu'on doit avoir. Donc un jeune avec un mindset entrepreneur, oui, il a tous les moyens de réussir, que ce soit au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou ailleurs. D'après vous, ça serait quoi justement le mindset d'entrepreneur? C'est justement, là je parle de ma propre expérience. Moi, ce qui fait que je me réveille tous les matins à 5h, 5h30 en étant heureux, c'est parce que je fais quelque chose qui me plaît. Il est très important. Ça peut paraître bateau, fleur de rose, romantique, tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez réussir dans quoi que ce soit, il faut que ça vous passionne. Parce que c'est cette passion-là qui va faire que vous allez vous réveiller tous les matins en étant heureux et que quels que soient les obstacles qui seront face à vous, vous saurez les dépasser. Donc la passion est extrêmement importante. Il ne faut pas faire l'entrepreneuriat pour l'argent. L'argent va venir. Mais si c'est que pour l'argent, ça ne marchera pas. Tout cet aspect-là. C'est reçu par tous les jeunes aujourd'hui que c'est la passion. C'est la passion avant tout. La passion, l'organisation, la persévérance. Avec ces trois déjà, je pense que vous avez
On va une bonne rajouter la base. patience. Vous avez tout, Vous êtes- Bien sûr, c'est la persévérance, la patience, patience, ok. vous avez tout résumé, vous avez tout dit. Exactement. Et vous avez Mais- également parlé d'un réseau Oui. qui sont mis en place et tout pour ces jeunes. Pourriez-nous faire part, en fait, de ces réseaux-là exactement? Bah, si on parle du Maroc, par exemple, aujourd'hui, au niveau national, bah, vous avez un ensemble de réseaux d'incubateurs. Vous avez, donc c'est là, sans les lister, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu pour Qu'est-ce ceux qu'un qui savent pas, incubateur? qu'est-ce qu'un incubateur? Alors, aujourd'hui, un entrepreneur, quelqu'un qui a une idée, un projet, ou plutôt une idée, comment passer du stade d'idée au projet? Comment, parce qu'une idée, c'est d'accord, je veux vendre tel produit sur Internet. Il va falloir habiller cette idée. Il faut sortir de l'idée un business model. Comment gagner de l'argent? Quel que soit le projet, c'est au final, ça se résume à vendre un produit ou un service. Ouais. Vendre un produit ou un service, il faut trouver derrière un marché. Oui. Donc, C'est clair. pour passer de la simple idée à un projet avec des fondements et une base, Passer, bah, ouais. il faut se faire accompagner. Ouais. L'incubateur, son boulot, c'est justement de prendre les idées qui semblent avoir Pertinentes. solides, pertinentes, et les accompagner pour passer de ce stade d'idée à un stade de pré-projet, puis de projet, voire trouver des financements derrière. Concrétisation. Donc l'incubateur, c'est qu'une incubation, donc il va les mettre au sein de cet espace-là, qui peut être un incubateur physique, donc les mettre dans un espace où il y a des ordinateurs, Internet, etc., et les accompagner pour justement franchir ces premiers stades de développement de leur projet. Mais Et- là, j'ai une petite question là qui me vient à l'esprit. C'est que est-ce qu'il y a besoin de certains critères ou encore des caractéristiques d'un jeune justement pour qu'il puisse avoir accès justement à ce genre d'accompagnement? Est-ce qu'il y a des critères? Je pense que le critère principal déjà, c'est avoir effectivement une idée qui tienne la route. Mhm. Après, c'est quand je parlais de persévérance, c'est cela, c'est que vous imaginez bien, un incubateur X va recevoir peut-être 800, 1000, 2000, 3000 requêtes. Ok. Pour se distinguer parmi ces 2000, 3000, peut-être qu'il va falloir envoyer 10 candidatures, 15, 50. Celui qui va résister à envoyer 50 fois a plus de chances que quelqu'un qui va envoyer une seule fois et dit C'est « vrai. ils m'ont pas répondu ». C'est vrai. Et je pense que c'est Omar qui est peut-être passé par là aussi. Il faut absolument, justement, pas frapper aux portes, mais fracasser la porte. Exactement. Et beau. quelle a été votre expérience par rapport à l'incubation? Donc, déjà, comme a dit Yassine, on a suivi des parcours que malheureusement, c'était pas les parcours qu'on voulait, mais on a tout fait, on a fait les mains et les pieds pour que ce soit, puisque, par exemple, je vous donne à titre d'exemple, je suis d'une famille, le Walid, Allah yarhamou, c'était un fonctionnaire, donc pour lui, c'est la stabilité. Ouais. Tu as une autre sauf vision du travail. Exactement, Oui. tout sauf l'entrepreneuriat. Donc, surtout que mes frères et sœurs, c'est de la profession libérale. C'est soit architecte, c'est soit médecin. Donc, c'est soit herfa, c'est soit wadifa. Ouais, le modèle Exactement. classique. Tout sauf ouais. l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, je devais tout faire pour leur convaincre déjà à faire ce Ouais. que je voulais. Surtout que Ça y est, ça c'est. les parents, c'est la première chose. Oui, bien sûr. La première personne qui vont Bien sûr. C'est t'encourager. Qui ont vous supporté, oui. Donc déjà, le fait de supporter et de patienter pendant la petite période que ça va passer, pour les convaincre, c'est déjà une étape très cruciale pour moi. C'était la plus La plus compliquée. difficile pour moi. Bah, la validation des parents. Exactement. C'est. Ouais. L'entourage, après, ça passe, les amis. Je partageais en fait pas tout ce que je voulais parce que n'importe quelle personne, tu veux partager avec lui ce que Bien tu sûr. voulais. Ah, on est en n'importe quoi, laisse Afrique. tomber. Plusieurs personnes avant toi, ils ont essayé. Donc, d'ailleurs, un projet parmi d'autres, un restaurant, Zama qui a fait le buzz sur Rabat, plusieurs restaurants, ما سهلش الله ما خدموش في ديك le point de vente. Tout le monde nous ont conseillé Zama De laisser tomber. Mais un malgré peu. ça, la tête était têtue. C'est vrai. On a essayé, alhamdoulilah, ça a donné son fruit. Zama, à titre d'exemple, par exemple. C'est ça, faut toujours Bien croire sûr. en, toujours Mais il y a croire en beaucoup, il y a soi. beaucoup d'histoires comme ça où il y a beaucoup de monde qui ne croit pas en certains entrepreneurs en fait qui se retrouvent vraiment à être à la tête d'un empire énorme alors qu'à la base il y avait tout l'entourage qui disait non. Et justement j'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous avez des conseils justement à un jeune qui sait que son idée va fonctionner, que son idée va marcher, il le sait, mais qu'il n'y a personne autour pour l'encourager et au contraire tout le monde le défend de mettre en place cette idée. En fait, mes conseils en fait sont très simples Zama, et très basiques, si on veut.
le conseil, c'est on va pas faire l'entrepreneuriat si c'est juste question de tendance. Parce que la plupart, ils se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils croient Ouais, c'est la mode. c'est la mode, c'est le temps libre, c'est On ne Ouais. travaille pas pour avoir un quelqu'un. grand bureau, rentrer Mhm. quand il veut. Pas le sortir fantasme quand il finalement, veut. pas vraiment. Voilà, Ouais. c'est question d'appartenance. Mhm. Donc ça, c'est loin de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vraiment de la patience, de la persévérance, comme a dit CSI. De un. De deux, c'est lorsqu'on a une idée, c'est ne pas le partager avec qui que ce soit, sauf si vraiment c'est une personne, Très comme on intime. Quoi. dit, tu le quatre, Ok. et qui ne va pas te décourager. Parce que si c'est le cas, ça sert à rien. Parce qu'il faut le tenter. Troisième des choses, il faut pas avoir des exemples dans la vie. Par exemple, je connais des grands directeurs, subhanallah, mais vraiment, c'est des génies pour moi. Mhm. Mais c'est pas forcément parce que c'est des génies que qu'il va réussir plus tôt dans l'entrepreneuriat. Parce que nous, dans notre vie de tous les jours, on dit que تبارك الله هذاك السيد وما دارش الشركه باع قلوب كل شيء وما دارهاش. Ouais. Alors que Ouais. c'est pas le cas parce que dit que le directeur, تبارك الله, il est passé par plusieurs étapes. Vraiment, il étudie tellement, il étudie dit que le risque Mhm. que finalement, il veut éviter carrément le risque. Alors que la plupart des entrepreneurs اللي دازوا في حياتنا زعما اللي كنعرفوهم, c'est des personnes اللي ما كانوش عندهم واحد le niveau intellectuel خيالي. Certes, c'est des visionnaires, mais avec l'intuition, c'est pas avec de la carrière ou bien avec de l'expérience ou avec des formations incroyables. Mhm. Là. Bien sûr. C'est à travers, comment on dit, Enfin, il y a beaucoup de ressenti L'intuition. finalement et beaucoup Exactement. d'intuition qui rentrent en jeu. Ouais. il faut tenter, Zema, il faut tenter, mais avec Beaucoup de tact. exactement, avec des limites. Il faut pas les aimer que ça me gêne. Ouais, Ouais, bien sûr. il faut Avec commencer beaucoup de petit tact. à petit. Il faut faire une petite stratégie basique. C'est pas même une petite. C'est-à-dire que l'âme غادي نمشي بشويه هكذا، العام الجاي ان شاء الله بشويه بشويه، العام الجاي ان شاء الله on Ouais, va ça chercher rejoint, des investisseurs. Et c'est comme Ça rejoint un peu la Ça, patience. Exactement. Et ça rejoint aussi l'idée. Si tu permets, juste pour compléter effectivement ce que tu dis, c'est normal. Tout à l'heure, tu as dit quelqu'un, en posant ta question, tu as dit quelqu'un qui est sûr de son idée. La remise en cause est aussi très importante chez l'entrepreneur. Mais avec lui-même, c'est-à-dire que de se dire à chaque instant, est-ce que mon idée est bonne? Ne pas attendre que l'autre critique, mais de savoir, d'avoir l'humilité, c'est très important. De se remettre De en se question. remettre en question. Ouais. Parce que justement, si on n'a pas cette humilité-là, parfois on fonce dans un mur. Ok. C'est bien Ça, d'avoir c'est cette vrai. humilité de se dire est-ce que je fais pas fausse route? Et si je me trompais? Et si? Parce que c'est si je me trompais qui va faire que je ferai encore plus attention et que j'étudierai encore plus de possibilités. C'est bien d'avoir avec cette humilité-là précaution. aussi. Ça, c'est vrai. Et Et j'entends souvent parler de l'entrepreneuriat et les jeunes, et surtout en fait dans notre génération, quand on parle de l'intelligence artificielle, etc., et que c'est beaucoup plus facile même pour nous les jeunes de pouvoir faire face à l'entrepreneuriat. Et j'ai entendu un concept entrepreneuriat 3.0. Avez-vous déjà entendu parler de ce concept-là? Bon, en fait, vous savez, on parle de plein de choses 2.0, 3.0, on est parti jusqu'à 10.0, je pense, bientôt. De ma compréhension, je pense que c'est, quand on parle d'entrepreneuriat 3.0, c'est coupler tout ce qu'on vient de dire à l'instant, à savoir l'esprit entrepreneurial, ce mindset-là, cette volonté de créer de la valeur, avec l'utilisation accrue de tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, tout ce qui est intelligence artificielle. Parce que l'amalgame des deux, quand vous avez le mindset entrepreneurial et vous mettez à sa disposition tous ces outils-là, vous êtes supposé aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, aller plus dans l'impact, aller plus dans une ouverture totale. Mhm. Et donc, c'est supposé effectivement vous aider. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le comprendrais. Ça, c'est vrai. Mais j'ai une petite question. Pourquoi vous utilisez le terme supposé? C'est supposé vous aider parce qu'il y en a qui ça aide pas. Justement, parce qu'un outil, tout dépend de l'usage que vous en faites. C'est vrai. Vous pouvez avoir un outil hyper performant, mais si Si on sait pas un comment CRM, l'utiliser. un CRM, c'est un outil qui vous permet de noter, d'avoir vos clients, de noter vos rendez-vous, etc. Certains vont utiliser le CRM uniquement comme une base, un agenda. D'autres vont utiliser pour voir, pour analyser leurs rendez-vous, pour voir ce qu'ils en font, etc. Donc, un outil n'est efficace que tout dépend de l'usage dont vous faites. L'usage, Donc, c'est vrai. c'est pour ça supposé.
Du coup, ça, ok. Bien expliqué. Bien expliqué. Et vous, Omar, vous pensez quoi un petit peu de l'IA justement dans le futur de l'entreprise 3.0, etc. Personnellement, je suis très loin un peu de ce concept. En fait, on s'est associé avec le groupe là où on est devenu une filiale parce que l'entrepreneur doit être كيف تنقولوا تعترف بالغلط ديالو. Les points faibles ديالنا, c'est que on est très loin de la gestion, on est très loin de tout ce qui est structuration, on est très loin de tout ce qui est organisation. On a des points faibles et des points forts. Donc, parmi les avantages qu'on a, c'est que la gestion commerciale, c'est la stratégie marketing. Donc, c'est pour cette raison qu'on s'est structuré avec ce groupe. Ils nous ont permis d'avoir plus de visibilité sur le marché à travers ce concept. Donc, pour moi, sur le terrain ou tout ce qui est opérationnel, je dis que c'est encore beaucoup très loin d'introduire tout ce qui est AI sur la grande distribution générale au Maroc, puisque le critère humain, c'est le plus déterminant pour moi. Le relationnel, parce que il n'y a jamais quelqu'un qui va passer une commande sans qu'il y ait du relationnel. D'accord. Ça va venir, je pense, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais pour l'instant, je vois que c'est... C'est vrai, l'humain ne sera jamais effacé, quels que soient les outils. Côté comptabilité, côté finance, ça peut permettre de faire... Faut pas oublier non plus que c'est... Bon, moi, personnellement, je tiens à le rappeler, c'est que l'IA est un outil avant tout. Moi, personnellement, pour moi, ça ne remplacera jamais l'humain. Mais c'est vrai, en tout cas, moi, j'imagine, en tant qu'étudiant en gestion, que l'IA, en fait, ça permettrait justement de s'occuper des tâches un petit peu même pas complexes, des tâches qui sont plus ou moins une perte de temps. Attention, parce qu'en disant perte de temps, toutes les personnes qui font ces tâches-là vont se sentir visées et diminuées. Non, je pense que vous voulez dire peut-être des fonctions support, peut-être des fonctions qui... L'IA vous permet de gagner du temps. C'est ça, justement. Exactement. Avec un traitement d'informations tellement rapide, parce que l'ordinateur va être beaucoup plus rapide que le cerveau humain. Voilà. Et donc, ça permet ça. Mais la base de l'IA, c'est quoi? C'est la data. Au Maroc, un des freins du développement de l'IA, mais attention, moi je suis pour, il faut l'utiliser. C'est qu'on n'a pas encore la data suffisante. Okay. C'est-à-dire aujourd'hui, vous voulez utiliser l'IA pour, si on va parler de grande distribution, mais n'importe quel secteur, on n'a pas assez de data pour pouvoir justement prévoir ces comportements, pour pouvoir déterminer des algorithmes qui pourraient nous aider pour ça. Donc il faudra encore travailler sur ça, mais cela étant dit, il faut commencer à s'habituer à bosser avec. C'est une évidence. Donc ne pas juste en abuser et de prendre l'IA comme un support d'accompagnement en fait dans tout ce qu'on fait et de l'utiliser de façon efficace et efficiente. C'est le tout. Oui, apprendre ces outils, c'est clair. Donc en résumé, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune entrepreneur? Je vais prendre mon exemple, une étudiante qui aimerait se lancer et qui n'a aucune notion, qui n'a vraiment aucune notion dans l'entrepreneuriat et qui souhaiterait avoir des outils, qui souhaiterait avoir je sais pas, avoir des conseils, savoir vers qui s'orienter, etc. pour se lancer dans ce domaine. J'aime pas du tout le rôle de donneur de leçons, surtout quand je dis quelqu'un qui a fait beaucoup de bêtises, donc se démontrer. Mais c'est par ça qu'on apprend après. Ouais, justement. Mais justement, c'est parce que j'ai fait mes erreurs. Donc je pense que tous les entrepreneurs doivent faire leurs propres erreurs. Donc, bien sûr, le conseil que je donnerais, c'est d'être à l'écoute, c'est de structurer ses idées, d'avoir un focus. J'ai vu beaucoup de jeunes, le soir, vous lui parlez, il a besoin de monter un restaurant, le matin, c'est une salle de sport. Ouais. Le soir, le lendemain, il va... C'est vrai. C'est d'avoir un minimum de maturité, c'est ça aussi, qui se travaille, pour pouvoir structurer ses idées, faire un focus sur un projet, garder cette passion, être à l'écoute. Après, vous devez faire vos erreurs. Faites vos erreurs. Il faut les faire. C'est comme ça que vous allez construire et vous construire ce que vous voulez faire et tester votre capacité à aller de l'avant. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Finalement, chacun est spécifique, chacun connaît ses potentialités, ses capacités. Exactement. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est vrai. Et aucune obligation d'être entrepreneur. C'est on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens ils veulent la tranquillité d'esprit, ils veulent faire de belles choses,
mais ils veulent pas avoir un esprit totalement tourné entrepreneuriat tout le temps. Ils veulent avoir un job où ils sortent à 18h, ils ferment, ils pensent plus à ce job-là. Un entrepreneur, c'est vraiment mon cas, son cerveau est constamment en marche, 7 jours sur 7. Parce que si c'est pas la paye, c'est les fournisseurs, sinon c'est les achats, sinon. Donc, on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs. C'est pas une obligation. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse charge psychologique, en fait. Mais j'ai une petite question, justement, concernant ça. Vous parlez souvent d'erreurs et que finalement, c'est un mot qui revient beaucoup un peu dans le monde de l'entreprise. Ça fait partie un peu du processus de l'entrepreneur. Quelqu'un qui vient de se lancer et qui fait justement beaucoup d'erreurs. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans des situations compliquées. J'imagine que c'est assez délicat comme situation. Comment avoir justement ce mindset-là de surpasser justement ces erreurs-là et pouvoir aller de l'avant? C'est en chacun de nous. Et comme j'ai dit, il y aura une personne qui va échouer une fois et va se dire c'est pas fait pour moi, j'arrête. Et il faut respecter son avis aussi. Parce qu'on a tendance à vouloir répercuter dans l'autre ce que nous sommes. Exactement. Sur tous les plans de la vie, chacun est différent. Exactement. Si vous avez testé une seule fois et vous avez compris que c'est pas fait pour vous, je vais pas rabâcher non, continue. Non, c'est pas pour vous. Vous décidez. Donc on doit être capable d'avoir ce jugement. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Maintenant, quelqu'un qui se dit non, j'ai compris mon erreur, je vais refaire. C'est là où je me suis trompé. C'est en vous. Franchement, c'est en chacun d'entre nous. Si ça m'est arrivé plusieurs fois, je me suis dit et j'avais des ressentis de regret. De me lancer في l'entrepreneuriat. تنقول علاش كني بقيت في السالاريات, j'étais tranquille, j'avais tout ce que je voulais. Ouais, vous êtes au beau milieu de la rivière et il va falloir traverser. Exact. Mais je me dis écoute Omar, c'est pas ce que tu voulais donc. Mais c'est ça. Vous puisez de la force, vous la puisez où justement? C'est parce que tu fais quelque chose avec patience. Quand tu fais un truc passionnément, c'est on travaille pas, en fait. Exactement. Il faut que tu sois un truc qui est jeu. Il y a la passion et il faut garder aussi un équilibre. J'ai eu des phases d'excès où on est totalement sur le projet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas tenable sur la durée. Ce n'est pas tenable. Il faut des zones où vous allez ressourcer votre jauge d'énergie. Des endroits, des lieux. Donc ça peut être, vous êtes encore jeune, mais bon, votre petit copain, votre copine, votre famille, vos parents, vos enfants. Moi, c'était mes enfants. C'était là où vous allez retrouver vos forces. C'est là, quand vous êtes fatigué, quand vous allez rentrer, vous allez les voir en train de dormir ou jouer avec eux, ça vous redonne de l'énergie pour le lendemain. Donc, il va falloir trouver ce socle, une source pour remplir votre jauge d'énergie. Parce que c'est comme une jauge, finalement, c'est un ensemble c'est une bouteille qui se vide au fur et à mesure de la journée. Il faut la remplir. Vous la remplissez par les succès, mais quand il y a des échecs, il faut la remplir autrement. Il faut la remplir. Donc, c'est la passion et ces zones de confort. C'est très intéressant parce qu'avec Impact Project Funding, vous avez certainement rencontré, comme j'ai dit, plusieurs jeunes, plusieurs projets. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a par exemple un projet qui vous a particulièrement marqué, justement? Oui, et c'est le premier parce que comme je vous ai dit, IPF, Impact Project Funding, est venu comme une consécration après 22-23 ans de carrière où j'ai fait plein de choses. Et donc j'ai compris à ce moment-là que ce que j'ai envie de faire justement, c'est d'être utile et créer de la valeur. Et l'idée, je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. Il y a un peu plus de 2 ans de cela, maintenant ça fait 3 ans de cela, j'interviens dans une radio où je donnais des conseils en investissement. Et j'ai eu quelqu'un au bout du fil qui était pilote de drone, un gentil garçon, très gentil, agréable. Mm-hmm. On s'est parlé et en fait c'est quelqu'un qui est compétent, passionné, mais il me dit j'arrive pas à m'en sortir. Genre, tu fais comment pour vivre? Écoute, je vends des prestations pour filmer, de captation vidéo, mais j'arrive pas à m'en sortir. Donc on a raccroché, je l'ai encouragé et après en offline, je l'ai rappelé. Je lui ai dit écoute, j'ai rien pour toi aujourd'hui, mais on va se rappeler. Mmh. Il s'est passé, je vous la fais brève, il s'est passé 2 ans. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu fais quoi? Toujours rien, pas grand-chose. Et il devait aller, je me rappelle très bien, il m'a dit, j'ai des chances pour émigrer en Australie. Je vais faire quoi en Australie? Il m'a dit, ouais, en fait, je veux juste aller là-bas. Et il a eu une offre d'emploi dans une usine de chaussures. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais c'est pas grave, je veux juste aller là-bas et après, je trouve une solution. Je lui ai dit, écoute, ne pars pas, viens, on va discuter. On a discuté.
de ce qu'il fait, des drones. Projet. Et c'est comme ça qu'on a créé Dronecast Company. Aujourd'hui, Dronecast Company, qui a 1 an, c'est la première société de prestation de drones au Maroc. Nous avons une flotte de plus de 600 drones qui sont ici au Maroc. Un drone, ça Quand coûte même. très cher. Avec Très précis. cette personne-là, qui est aujourd'hui gérant de la structure et un associé, qui est là, avec sa passion, sa volonté, la volonté d'autres associés, on s'est associés, on a trouvé le financement et on a créé cette structure-là. Et c'est pour moi le premier bébé de IPF. Et c'est pour ça que c'est un bébé qui me tient à cœur, parce que justement, c'est commencé avec une discussion banale, qui peut nous arriver tous, mais il y avait de la passion, il y avait du sérieux de part et d'autre. Et après, on a rassemblé, on a trouvé ce réseau-là qui a permis de construire ce socle-là. Et aujourd'hui, c'est du travail. La personne s'appelle Epslam, et Epslam travaille, il fait développer cette structure, il est content, il est heureux. Il réalise pas parce que tout ça, c'est passé tellement vite. Et ça, on peut tous le faire. On peut tous le faire. Chacun sur son secteur, c'est des rencontres qu'on peut trouver, qu'on peut faire. Moi, j'ai ma passion. Ma passion, monsieur Yacine la connaît très bien. Automobile. Pour la lancer. J'attends monsieur Yacine. Après Dronecast, Autocast. Allons-y. Avec plaisir. Si on veut résumer un peu justement les valeurs de l'entrepreneur, en quelques mots, monsieur Yacine, qu'est-ce que vous direz sur ces valeurs? Qu'est-ce que ces valeurs-là, justement? Au final, ce sont les valeurs humaines qui comptent. Parce que, quel que soit le projet, c'est du don de soi, c'est de la patience, c'est se sentir utile. On a compris au final que si on ne fait pas les choses sérieusement, ça ne peut pas durer. Donc c'est pour ça que je pense qu'un entrepreneur, finalement, c'est avant tout un humain, mais qui en veut, qui a la rage de réussir, qui a la rage du succès, en fait. La rage du succès, qui se bat jusqu'au bout. Voilà. Et vous, monsieur Oumar, quelles sont les valeurs et les principes principales? C'est la persévérance. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut jamais baisser les bras. Il faut suivre son intuition jusqu'à là où vraiment il y aura une solution, fin de compte. Ça peut décourager, ça peut décourager les jeunes d'avoir des freins. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut avoir. C'est une histoire d'intuition, c'est une histoire de. C'est de ne pas partager avec les gens jusqu'à que ça soit concret. Parce qu'il y aura toujours des. Il y a des gens qui vont voler les projets. Pour un dernier point, c'est l'aspect psychologique un peu de la chose. Où, moi, personnellement, en me documentant un peu sur Internet, excusez-moi, en fait, j'ai lu que pour justement aboutir à un objectif, à un projet, il faut surtout pas en parler. Parce que parfois, on a tendance à s'auto-convaincre qu'on y est déjà arrivé. Est-ce que c'est ce que faux? On est bien d'accord que vous parlez de ça. On est passé par plusieurs histoires dans ce sens. Alors moi, j'en avais un peu différent. Je comprends le point de vue de Omar. Mais je pense que parce que je suis pas contre. Ah oui, bien sûr. Je suis pour. Là, je suis pour. C'est juste pour éviter. C'est pour cette raison. Ça, c'est par précaution. Je demande plus de conseils juste pour que j'évite de baisser les bras. De laisser tomber, comme on dit ça. Parce que justement, le fait parfois de partager, même avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes, vous avez toujours de l'information qui rentre. C'est comme si vous faisiez votre étude de marché d'une certaine manière. Donc, le tout est que ça ne vous impacte pas négativement. Okay. Mais le point de vue est toujours bien à prendre. Au final, j'ai connu de grands hommes d'affaires au Maroc à l'étranger. Ils m'ont dit voilà l'idée. Allez, faites-la si vous y arrivez. Il suffit. On a l'impression qu'au partage, si ça se résumait à ça, on serait tous milliardaires. Non. Donc, il y a beaucoup plus que cela. Dans le partage aussi, encore une fois, bien sûr, le partage avec des gens bienveillants, c'est mieux. Mais même quand c'est une personne malveillante,
c'est pas trop grave. Vous récupérez de l'information, de la data. Bon, Donc, après, je pense qu'il faut quand même avoir des restrictions par rapport à ça, parce que tout dévoiler, tout la secret, personne oui. peut aller reproduire ce projet-là sous prétexte que c'était elle En qui même temps, était c'est à un la peu base délicat de cette- tout dévoiler dans une conversation. Tu peux juste dire de façon brève, C'est vrai, je mais suis derrière, tout le monde sait en fait que c'est vous qui allez piloter ce projet, quoi qu'il arrive, parce que vous avez le bagage derrière essentiel pour pouvoir le faire. et je pense, oui. Après, comme je l'ai dit, c'est pas le plus compliqué. D'accord. Donc là, je pense qu'on a déjà fait le tour des questions. Exactement. Mais du coup, nous arrivons à la fin de cet épisode de Next Gen Podcast. Je voulais vous remercier pour votre intervention, pour un peu l'échange que vous avez permis. Mhm. Et un très très grand merci aussi à HEC Rabat qui a formé, ceux qui nous forment actuellement, Qui nous parce font que jusqu'à sans présent. HEC Rabat, il n'y aurait pas eu ce podcast et cette ambiance un peu sympathique. Et Et l'intervention Non, surtout clairement, d'un lauréat qui a pu réussir dans l'entrepreneuriat, ce C'est qui n'est très pas chose inspirant. facile. C'est vraiment inspirant. C'est en cours, en fait. Mais il faut y croire, vous avez dit, il faut y croire, Non, en on fait, est ça toujours- fait partie des valeurs, il faut Bah, y sur croire. la course, nous, on est encore en C'est train ça, de se c'est- former. Là. Moi, personnellement, je suis en première année. Je vois, il est- Ça passe tellement vite. Putain, je sais que ça va assez vite. Je me rappelle, comme si c'était hier. Wallah, des machines qu'on fait. Bah, Ça passe tellement vite. va falloir s'accrocher alors et D'ailleurs, faire même attention. le master qu'on a fait, c'était un master que personnellement j'avais demandé. Le master de marketing et de la distribution. J'étais parmi les gens qui ont demandé, qui ont insisté pour que ça soit. Ça soit HEC. Exactement. C'est le premier master au Maroc. Marketing de la distribution. C'est incroyable. Incroyable Donc, histoire. Vraiment, c'était. En tout cas, encore merci pour votre partage précieux Merci à vous. et de votre temps Genre, également. Plaisir. Et merci également à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce podcast. Isa, Emeline. Oui, qui nous voit de loin. Et ainsi que le studio qui nous a accueillis, qui nous a donné aussi Ouais, vraiment, l'opportunité l'équipe est- de pouvoir réaliser ce podcast, ce tout premier podcast déjà de HEC. Et oui, donc un très grand merci Et à en toutes tout les cas, personnes très bientôt, qui ont pour, participé à ça de près comme de loin. C'est vrai. Et vraiment, à très bientôt, un nouvel épisode où nous continuerons à bâtir des ponts entre les générations. Et tu peux dire le slogan de la fin, C'était ça. Next Gen. Next Gen Génération. Next Gen Podcast, le rendez-vous où les générations se connectent et s'inspirent. Merci. Merci. Merci à vous. J'espère que la fin elle va être coupée.